eux qui l'ont mis ou c'est moi? Bonjour. Merci. Bonjour à tous. Excusez-moi pour le retard. Vous êtes nombreux, je suis ravie. Donc, je viens aujourd'hui pour vous parler de responsabilité sociétale des organisations, RSE, ou responsabilité sociétale des entreprises, ce qui est plus couramment employé. Donc, je vais me présenter, peut-être déjà. Donc, moi, je suis Émilie Parnière. Je travaille pour le groupe AFNOR, l'Association française de normalisation, et en région, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc mes sujets d'expertise, c'est la responsabilité sociétale des organisations, l'économie circulaire, la qualité de vie au travail et d'autres composantes de la RSE. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le groupe AFNOR. Donc, je vous l'ai dit, c'est bien l'Association française de normalisation qui a 4 métiers. Donc, la normalisation, comment faire en sorte qu'un consensus s'établisse sur des sujets qu'il mérite, en impliquant toute la sphère socio-économique et les pouvoirs publics. C'est ça une norme, c'est un standard qu'AFNOR est chargé de promouvoir au niveau européen et international par la suite. C'est aussi une maison d'édition, donc on édite des normes, des solutions de veille et des ouvrages autour de la performance des organisations. Et puis on est organisme de formation et certificateur. Donc certificateur, c'est le métier d'aller vérifier qu'une organisation qui volontairement a choisi d'appliquer une norme le fait correctement. C'est des choses que vous aviez déjà en tête? Oui. Il y a des têtes qui affirment vraiment, mais il n'y en a que 2. Alors, je ne sais pas si vous savez qu'on a un maillage territorial, donc il y a 13 délégations régionales en France. Donc on est un guichet d'accès à toute l'information normative. Vous pouvez venir nous voir. Je laisse passer la pub. Ça, c'est nous. On était finalement passé en retard. Donc en région, ce qu'on fait, c'est qu'on organise beaucoup de rencontres, beaucoup d'ateliers, beaucoup d'événements autour de l'actualité normative et réglementaire. Et puis aussi, on monte des partenariats avec les acteurs du territoire, les acteurs institutionnels du territoire, notamment pour mettre en place des opérations collectives d'accompagnement d'entreprises. Voilà. Alors la responsabilité sociétale des entreprises. Qui est à l'aise avec cette notion? J'ai qu'une main, et encore timide, mais bon. C'est pour que je vois où insister. Ma présentation, elle sera en 3 parties, donc je vais un petit peu éclairer cette notion de responsabilité sociétale. Vous montrer qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus opportun d'y aller. On n'a même pas tout à fait le choix. Tout ce qui s'est dit depuis ce matin ici le montre notamment. Et puis, je vais ensuite vous donner quelques billes pour voir comment se lancer dans une démarche RSE. Puis, enfin, je vais vous présenter le label AFNOR, qui est le label engagé RSE, et toute la communauté qu'aujourd'hui il fonde. Qui met en place une démarche RSE dans son entreprise ou organisation? Ah, il y en a un petit peu plus. Voilà, très bien. Qui a pour mission de mettre en œuvre une démarche de responsabilité sociétale dans son organisation? Ok, très bien. Bon, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vais essayer de garder un petit peu de temps à la fin pour ça. Alors, je vous l'ai dit, et j'insiste lourdement sur qu'est-ce qui se cache derrière ce sigle RSE, c'est bien la responsabilité, donc c'est féminin, sociétale de l'entreprise. C'est ni plus ni moins que la contribution de ces mêmes entreprises au développement durable. Bon, mais qu'est-ce que le développement durable, me direz-vous? J'y viens à ma slide d'après. Mais qu'est-ce que c'est qu'une entreprise responsable? C'est une entreprise qui a la volonté d'assumer et de rendre compte les impacts qu'elle a sur la société, au sens large. Donc sociaux, ses impacts sociaux et ses impacts environnementaux. D'accord?
toute activité, toute décision a bien des impacts, qu'ils soient positifs ou négatifs. L'idée, c'est d'avoir conscience desquels ils sont et de faire en sorte de réduire au maximum les impacts négatifs, dans l'atténuation ou la réduction, voire la suppression, et de maximiser peut-être ce qui est bénéfique pour la société. On va de plus en plus entendre parler d'entreprises à impact, par exemple. Voilà. Mais attention, le greenwashing, c'est un délit maintenant, hein, depuis cet été. Hein. Voilà. Donc de quoi parle-t-on réellement et que peut-on faire? Alors, peut-être jusqu'en 2015, quoique toujours, la vision qu'on avait du développement durable, c'est bien un développement qui conjugue les enjeux économiques, sociaux et environnementaux. C'est toujours le cas. Hein. Donc on est bien sur une démarche d'équilibre. Mais cette vision du développement durable, ce que je tenais à dire aujourd'hui, c'est qu'elle a été précisée, je ne sais pas si vous l'avez en tête, par les objectifs du développement durable de l'ONU, qui ont été validés par plus de 90 pays, les pays membres de l'ONU, en 2015. Bon, en France, c'est passé un peu inaperçu parce que c'était en même temps que la COP 21. Voilà. Et ces objectifs du développement durable, au nombre de 17, ils viennent préciser ce vers quoi il s'agirait de tendre pour avoir, à horizon 2030, dans 9 ans, un monde encore viable. C'est-à-dire un monde inclusif, un monde qui soit écologiquement soutenable, que ce soit dans l'eau, vie aquatique, vous voyez, engagement en 14, sur Terre, et en s'assurant de mettre en place des mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques notamment. Donc ça va engager tous les acteurs de la société. Ce matin, je ne sais pas si vous avez assisté aux conférences, on parlait du fait que le consommateur devait être acteur de la transition pour le juste emballage. Mais là, il est sûr que ce qui fonde ces objectifs du développement durable, c'est que autant, au départ, c'est pour les États, hein, pour gouverner, pour présider aux politiques publiques, mais sans les entreprises, sans la société civile, sans les consommateurs, on n'y arrivera pas. Donc c'est bien un travail collectif et que vous pouvez retrouver dans cet objectif du développement durable numéro 17 qui est intitulé « Partenariat pour la réalisation des objectifs ». Donc comment faire ensemble pour ensemble aller vers un monde plus soutenable. Donc la RSE, c'est moi, représentant l'entreprise, qu'est-ce que je peux mettre en place pour contribuer à ces objectifs du développement durable qui nous concernent tous de par le monde. Ça, c'était une partie de ma définition. Hein, j'approfondirai après. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la RSE, elle ne se décrète plus. Alors, je vous l'ai dit, hein, le greenwashing, c'est aujourd'hui un délit. Mais en plus, on vous demande aux uns aux autres de démontrer ce que vous faites en matière de responsabilité sociétale. Il y a des attentes de plus en plus fortes. 82% des Français diraient vouloir acheter des marques plus vertueuses. Est-ce que ça se transforme en acte d'achat? Je ne sais pas, mais ce n'est pas une niche. On a par exemple des problématiques de recrutement, hein, quel que soit le type de poste et le type d'organisation. On a aussi en parallèle les étudiants pour un réveil écologique, le manifeste pour un réveil écologique qui a été signé par quelques dizaines de milliers d'étudiants qui indiquent qu'ils veulent travailler dans des entreprises qui s'engagent en matière de responsabilité sociétale. Et puis surtout, il y a une vague réglementaire sans précédent, je vais faire 2 focus juste après, qui engage encore plus les entreprises à y aller. Pression commerciale, elle est celle des consommateurs, hein. Elle est aussi celle des donneurs d'ordre. Il y en a à peu près 75% qui mettent des clauses sociales et environnementales dans leur cahier des charges, donc c'est pas rien. Et puis les méthodes d'évaluation, elles se diversifient, elles sont de plus en plus précises. Donc pour faire écho à mon point précédent, il y a par exemple le référentiel EcoVadis d'évaluation que vous connaissez peut-être, mais il y a énormément de questionnaires qui interrogent les entreprises sur ce qu'elles font. Aujourd'hui, il y a la loi Pacte. Est-ce que ça parle à certains d'entre vous? Voilà. Donc la loi Pacte, elle, entre autres choses, hein, elle est plutôt vaste, mais elle a eu pour effet de modifier la définition de l'entreprise française. Rien que ça. Et donc aujourd'hui, une entreprise, dans sa définition même, doit prendre en compte ses impacts, ses enjeux environnementaux et sociaux.
Donc c'est le propre d'une entreprise, quelle qu'elle soit. Elle propose aussi à celle-ci de se doter dans ses statuts d'une raison d'être, c'est-à-dire d'indiquer comment elle se positionne par rapport justement aux enjeux sociaux et environnementaux. Et puis elle se transforme, celle-ci, en entreprise à mission, dès lors qu'en plus, elle se donne réellement les moyens d'accomplir cette raison d'être et qu'elle le fait vérifier par un organisme tiers indépendant. D'accord ? Donc ça, c'est des nouveautés par rapport au statut d'entreprise qui ont été introduits par la loi. Mais toutes sont considérées. Aussi, je ne sais pas si vous le savez, les grandes entreprises aujourd'hui au niveau européen de plus de 500 salariés et avec un certain nombre de chiffres d'affaires qui va être différent selon qu'elles soient cotées ou non, ont l'obligation de produire chaque année un rapport extra-financier. C'est-à-dire indiquer quels sont les enjeux, on verra ce que c'est après, leurs enjeux, leurs risques sociaux, environnementaux et économiques, et d'indiquer qu'est-ce qu'elles mettent en œuvre pour les atténuer, ces risques. Voilà, sur les aspects sociaux et environnementaux. Là, cette directive européenne qui fonde ce reporting extra-financier, elle est en cours de révision. Et elle devrait, du coup, avoir un scope beaucoup plus large d'entreprises soumises à ce reporting. Et on parle d'entreprises de plus de 250 salariés. Voilà. Alors on peut se dire que les PME sont encore pas concernées par tout ceci, sauf que par effet rebond, comme dans la chaîne de sous-traitance, dans les filières, etc., ça fait que énormément de questionnements sont là pour savoir ce que les TPE, les PME, sous-traitantes, prestataires font en matière de responsabilité sociétale. Et pour finir sur mes petits focus réglementaires, cet été, avec la loi climat et résilience, qui est venue approfondir encore ou renforcer la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, il est assuré qu'on veut faire de la commande publique un véritable levier d'économie circulaire et d'aide à l'atteinte des objectifs du développement durable de l'ONU. Donc aujourd'hui, par exemple, dans le cadre de leur marché, les pouvoirs publics, les acheteurs publics, doivent, en fonction de différents segments d'achat, acheter des produits issus du réemploi ou du recyclage ou de la réutilisation d'ailleurs. Voilà. Donc c'est pas rien. Faut se rendre compte que l'achat public, c'est 10% du PIB français. Donc ça peut faire un appel d'air assez important. Et puis la loi climat et résilience, alors c'est pas pour tout de suite, je crois que l'application ce sera en 2026, mais imposera aussi dans les marchés publics d'avoir des clauses environnementales. D'accord, mais aussi des critères de sélection des offres environnementales. Donc en l'occurrence, et des spécifications techniques du marché qui concerneraient l'environnement. Donc les choses bougent. Voilà, on a quand même un cadre qui fait que les choses bougent. Et en fonction des secteurs d'activité dans lesquels on est, sur le salon dans lequel nous sommes, sur l'emballage, il est évident que vous êtes concernés au premier titre par les évolutions réglementaires relatives à la RSE, ou en tout cas à l'environnement. Bon, mais la responsabilité sociétale, ayant en tête que ça a énormément de bénéfices. Donc là, je vous cite une étude qui a été conduite par AFNOR, mais il y en a de plus en plus, qui montre les intérêts de rentrer dans une démarche de responsabilité sociétale, notamment au niveau économique. Mais parmi les premiers bénéfices qui ressortent de la mise en place d'une démarche RSE, c'est de renforcer l'engagement des collaborateurs, de développer son attractivité. Donc finalement, répondre aussi à ces problématiques de marque employeur dont on parle beaucoup. Innover pour 78%, c'est pas neutre, et se démarquer de la concurrence. Alors évidemment, ces bénéfices sont ressentis de plus en plus forts en fonction de la maturité de l'entreprise dans une démarche RSE. Plus ça fait longtemps qu'elle y est, plus elle remarque les mêmes bénéfices. Et c'est la différence que vous voyez ou pas sur la droite de ma slide entre les jeunes pousses et les chaînes. Donc les chaînes ayant depuis plus de 5 ans mis en place une démarche RSE, ceux-là considèrent qu'ils renforcent l'engagement des collaborateurs à hauteur de 90%.
Voilà. C'est assez énorme. Vous pouvez télécharger sur le site d'AFNOR cette étude, qui est, là, c'en est qu'une slide. Je vois que certains d'entre vous prennent des photos. Bon, alors, une fois qu'on a dit ça, pour les quelques personnes qui ont la lourde charge d'avoir à mettre en place une démarche dans leur entreprise, je parle au nom d'AFNOR, je vais vous parler de normes. Donc, est toujours d'actualité la norme ISO 26000. Alors, qui a entendu parler de la norme ISO 26000 ? Oui. Voilà. Puis, il y en a peut-être qui ne me répondent pas. Alors, la norme ISO 26000, norme internationale ISO 26000, c'est la norme qui va définir ce qu'est la responsabilité sociétale des organisations. Une définition. Enfin, on avait plein d'écrits, de littérature autour du sujet, mais là, ça a fait l'objet d'un consensus. Elle va aussi établir quels sont les principes de cette responsabilité sociétale, parce qu'on va voir qu'il s'agit quand même aussi d'une norme de comportement, c'est-à-dire qu'être responsable, on l'entend d'ailleurs, ce mot-là, il résonne en termes d'éthique et en termes de comportement. Donc c'est une norme de comportement, mais qui passe par des thèmes incontournables, attention. Donc, qu'on va voir juste après. Ça ne concerne pas que l'environnement. Sur les salons RH, on dit ça ne concerne pas que la qualité de vie au travail. Enfin, chacun le voit selon son prisme. C'est assez intéressant, c'est plutôt large, on va le voir. En fait, ça interroge tous les métiers de l'entreprise. Et puis, dans cette norme, ce qu'on ne dit pas suffisamment peut-être, c'est qu'il y a les éléments de mise en œuvre d'une démarche RSE. Voilà, qui sont proposés. Donc allons-y, regardons ce qu'il en est. Je vais insister après là-dessus, mais ce n'est pas une norme certifiable, ce n'est pas des exigences, c'est des lignes directrices qui sont proposées. Alors elle est légitime, cette norme. Elle est légitime parce qu'il y a 450 personnes qui se sont penchées sur le sujet et qui ont contribué à sa rédaction, avec un très fort équilibre Nord-Sud, très important de le dire, et puis également 42 organisations qui avaient déjà produit sur le sujet de la responsabilité sociétale, comme l'ONU, le Global Compact, l'Organisation internationale du travail, l'OCDE. Et un point quand même à avoir en tête aujourd'hui, où on dit que beaucoup de labels prolifèrent, c'est que les labels sectoriels, en France notamment, ils sont fondés sur cette ISO 26000. Voilà, sur cette méthode-là. Et c'est ce qui, la plateforme RSE, qui est une instance multipartite qui est placée au sein de France Stratégie, a publié au printemps une analyse pour indiquer qu'est-ce que étaient des bons labels en matière de responsabilité sociétale. Pour elle, il est fondamental de baser ces labels sur la norme ISO 26000. Voilà. Donc elle est toujours d'actualité et elle définit la RSE. Alors qu'est-ce que c'est la RSE ? Je vous ai dit qu'il s'agissait d'impact. Donc quels sont les impacts de mes activités et de mes décisions en matière environnementale et sociale. Sociétale. Sociale peut-être vue en interne et sociétale sur le reste de la société. Ça se traduit par un comportement, j'en ai parlé, transparent et éthique. Bon, comment faire avec un con ? Comment, pour le manifester, ce comportement éthique, on va le voir. Ce qui est peut-être, donc l'idée, c'est de contribuer au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société, en prenant en compte les attentes des parties prenantes. C'est un premier élément de méthode, peut-être. Donc c'est très, très important de travailler en relation avec ces parties prenantes. Les parties prenantes étant toute personne ayant un intérêt dans les décisions ou les activités d'une organisation. Donc, on a coutume de commencer par les actionnaires, mais c'est aussi les fournisseurs, c'est aussi les clients, c'est aussi le territoire, les communautés locales, les riverains, les salariés, bien sûr. Et il s'agira en premier lieu de respecter les lois. Pas le cas partout. De respecter les lois et d'avoir un comportement compatible avec les normes internationales. C'est-à-dire si on agit dans un pays où le niveau réglementaire est plutôt faible, il s'agit quand même de s'appuyer sur ce qui a été produit notamment par l'Organisation internationale du travail. Et, élément de méthode encore, il faut bien que ce comportement éthique, il soit intégré à l'ensemble des métiers de l'organisation, et mis en œuvre dans ses relations. Donc c'est pour tout le monde en interne. Alors je vous montre cette norme de comportement.
C'est quoi les principes de la responsabilité sociétale? Allez, je vais vite, je ne suis pas en formation. C'est déjà d'être redevable, ça je l'ai dit. Donc on doit avoir conscience de ces impacts, les mesurer au maximum et d'en rendre compte. Donc en rendre compte, c'est ce principe de redevabilité, ce merveilleux néologisme, c'est à la fois rendre compte dans le sens informer, faire savoir, mais aussi réparer. J'en rends compte, je répare, je suis responsable. Donc on doit faire ça en étant transparent et en reconnaissant les intérêts de ces parties prenantes, en respectant les lois, comme je l'ai dit, les normes internationales de comportement et les droits humains. Les grandes thématiques de la responsabilité sociétale, la grille de lecture, les questions centrales, donc ce sur quoi il s'agit de se questionner pour s'assurer qu'on met en œuvre une démarche RSE robuste. Ils sont au nombre de 7. On va retrouver encore une fois les droits humains, mais aussi les relations et les conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs et la communauté et développement local. En matière de méthode, pour pouvoir rentrer dans une démarche de responsabilité sociétale, on va proposer 2 pratiques. Donc, la première pratique, c'est de m'interroger sur, d'après moi, qu'est-ce que la responsabilité sociétale au regard de ces fameuses questions centrales et de ce qui se cache derrière, qui sont des propositions d'action, des domaines d'action. Mais je vais aussi rentrer en dialogue avec mes parties prenantes que j'aurais préalablement identifiées, de manière à savoir quels sont leurs intérêts en la matière. Qu'est-ce qu'elles attendent de moi sur l'environnement? Qu'est-ce qu'elles attendent de moi en matière de loyauté des pratiques, etc. Et peut-être qu'est-ce qu'elles peuvent m'apporter également. On l'a vu là dans les objectifs du développement durable, on ne peut pas travailler tout seul, là, les défis sont beaucoup trop immenses. Donc on travaille de manière associée et collaborative, c'est bien ça l'enjeu aussi de la responsabilité sociétale. Et c'est en se questionnant de cette manière-là qu'on va déterminer c'est quoi mes enjeux significatifs, lesquels sont prioritaires pour moi dans le cadre de ma démarche RSE. Bon, voilà, je vous ai tout dit. Bon, après, une fois qu'on a établi ces enjeux prioritaires, il s'agit de l'intégrer à l'intérieur de son organisation. Alors pour certains, c'est travailler en premier lieu sur les achats, d'autres, ça va être travailler sur la santé-sécurité au travail parce qu'il y a des grosses problématiques en la matière. On ne peut pas nécessairement tout faire en même temps, ça dépend de notre taille, ça dépend des moyens, etc. Mais il s'agira quand même, à terme, que chacun des, je vais employer un gros mot, processus de mon organisation soit et évoluer au regard pas seulement de l'économique, mais de mes enjeux sociaux et environnementaux. Donc mon tableau de bord, il va être un peu plus large. Donc je vous l'ai dit, derrière mes 7 domaines d'action, mes 7 questions centrales, il y a un certain nombre de domaines d'action, donc c'est très large. Voilà. Maintenant, ça permet de se poser des questions, ça permet de créer une dynamique qui est quand même très intéressante en interne pour progresser et donc pour innover. Voilà, parce que c'est découvrir peut-être un certain nombre de domaines d'action et s'apercevoir que ça va fortement, par exemple, mobiliser nos collaborateurs. Ne nous privons pas de ça et allons-y. Alors, comme je fais de la vue pour les normes aujourd'hui, là, je vous en ai mis un certain nombre. On ne sait pas que pour vous lisiez tous. Mais c'est quand même pour vous dire qu'il peut être intéressant d'avoir le réflexe de se dire qu'est-ce qu'il existe en matière de normalisation quand j'ai un projet à conduire dans mon organisation. Par exemple, en matière de gouvernance, l'ISO 26000 a plein de petits cousins. Et en particulier une norme que j'utilise beaucoup, moi, qui est l'analyse de matérialité, la NFX 30029. Alors ça veut dire quoi ce gros mot? Ça veut dire comment je fais pour déterminer ce que je viens de vous expliquer juste avant, c'est-à-dire les enjeux prioritaires. En matière environnementale, on a une norme sur les démarches d'éco-conception qui peut fortement vous intéresser. Depuis peu, une norme sur le management de projet d'économie circulaire, donc qui est une norme française et qu'on a portée à l'international et qui fait l'objet de débats aujourd'hui et qui aura aussi plein de petites sœurs prochainement. La norme sur l'adaptation au changement climatique, cette saison. L'ISO 14090 par exemple, et puis plein de choses sur la santé au travail ou sur les achats responsables avec l'ISO 20400. Et puis les secteurs d'activité se sont emparés de ce sujet-là et ont décliné la fameuse norme ISO 26000 à leurs problématiques secteurs. Donc c'est quand même du temps de gagner quand vous êtes sur ces secteurs d'activité que de vous appuyer sur ce qui a déjà été fait. Je passe. Alors,
Il s'agit d'être transparent, il s'agit d'être redevable, il s'agit d'avoir une communication responsable quand on met en marche une démarche RSE. Mais pour autant, comme je vous l'ai dit, cette norme ISO 26000, elle n'est pas certifiable parce que ce n'est pas une norme d'exigence, donc il n'y a pas un auditeur qui va venir indiquer que vous respectez cette norme en tout point. En revanche, ce qu'on peut proposer, je reviens en arrière, ce qu'on peut proposer, c'est d'évaluer votre démarche RSE, c'est-à-dire voir si justement vous appliquez cette méthodologie de responsabilité sociétale, si vous travaillez bien sur vos impacts à vous, sur vos impacts majeurs et prioritaires, et vous ne contentez pas de faire par exemple du mécénat, voilà, qui serait à côté de vos activités polluantes. Donc du coup, cette norme n'est pas certifiable. Vous avez pour autant plein de manières de montrer ce que vous mettez en œuvre sur l'ensemble des champs ou sur certains champs de la responsabilité sociétale, vu qu'on est sur quelque chose de très vaste. Alors certains vont peut-être connaître l'ISO 9001 qui va pouvoir être en relation avec les questions relatives aux consommateurs, ou sur les droits humains, le label égalité E et le label diversité, l'ANF environnement, l'écolabel européen sur l'environnement. Il existe pléthore d'outils pour valoriser tout ou partie de ce qu'on met en place en matière de démarche RSE. Donc peut-être certains d'entre vous se disent, nous on en fait déjà un bout là. Et c'est certainement le cas. Mais il existe aussi des labels spécifiques pour valoriser votre démarche RSE. Et donc chez AFNOR, c'est le label engagé RSE. Comme ce n'est pas une certification, c'est un label qui est fondé sur une évaluation et donc sur l'obtention d'un certain nombre de points. Et par conséquent, c'est un label en 4 niveaux. Et donc vous voyez le dernier niveau, 3 étoiles, le niveau exemplaire qui est tout jaune, tout gold. Voilà. Qu'est-ce que ce label? Il est fondé sur cette fameuse norme ISO 26000 et il assure à ceux qui veulent y aller qu'il s'intéresse à l'ensemble des questions centrales de l'ISO 26000, à l'ensemble des thématiques. Mais il a remanié cette norme de manière à ce qu'elle soit plus opérationnelle pour une entreprise. Donc je vous montre rapidement et ça permettra aussi d'illustrer davantage ce que je disais. Quand on vient évaluer une entreprise pour qu'elle obtienne le label engagé RSE, qu'est-ce qu'on regarde? On va regarder 8 chapitres, plutôt 5 chapitres opérationnels, managériaux opérationnels, et 3 chapitres sur ses résultats économiques, sociaux et environnementaux. En premier lieu, l'idée, c'est d'interroger la direction sur quelle est sa vision de la RSE. C'est quoi sa stratégie en matière de responsabilité sociétale et comment elle l'a construite. Et plus elle l'aura construite en dialogue avec ses parties prenantes, en mesurant ses impacts, plus évidemment elle sera pertinente et gagnera des points là-dessus. Mais il ne s'agit pas d'avoir seulement une vision, ce qui est déjà pas mal, mais de la mettre en œuvre ensuite et de pouvoir la décliner dans l'ensemble des strates de son entreprise, de ses métiers, de ses sites, de ses processus, et de la faire connaître à l'ensemble de ses salariés de manière à ce qu'ils en soient acteurs. Donc là, c'est le chapitre 2, mise en œuvre. Qu'est-ce qu'on fait pour réellement mettre en œuvre cette vision dans mon entreprise et quels moyens je me donne? Grosso modo, est-ce que j'ai un plan d'action, un tableau de bord à la matière? On va regarder ensuite le processus managérial et RH, c'est-à-dire comment déjà je vais manager mon entreprise, mes ressources humaines de façon équitable, en les valorisant, en leur permettant plus d'employabilité, une meilleure qualité de vie au travail, mais aussi comment je vais les aider à se former pour qu'elles soient prêtes pour les métiers de demain et finalement m'accompagner dans cette transformation de responsabilité sociétale. Le chapitre, certainement le plus important, c'est le 4, qui relève du mode de production, de consommation durable et les questions relatives aux consommateurs. Comment je produis? Comment j'éco-socio-conçois mes produits, si j'en ai cette possibilité sur ma chaîne de valeur? Quelle relation j'ai avec mes consommateurs? Comment je les aide à eux-mêmes avoir un usage responsable du produit ou du service que je mets sur le marché? Est-ce que je rends mon produit plus accessible aussi? Est-ce qu'il est sain, non toxique, etc.
On va s'interroger sur l'ancrage territorial dans le chapitre 5 et puis donc le 6, 7, 8, je l'ai dit, on va interroger l'entreprise et ses parties prenantes parce que c'est aussi une des spécificités du modèle engagé RSE, c'est qu'on va interroger au moins 5 parties prenantes de l'entreprise pour avoir leur perception de la démarche RSE, de leurs attentes vis-à-vis de l'entreprise qu'on est en train d'évaluer. Bref, donc nous avons un chapitre sur les résultats économiques, sociaux et environnementaux. Et le problème, c'est surtout de les suivre et de les analyser, ces résultats, pour rentrer dans une démarche d'amélioration continue. Ce qui est important, c'est qu'on fournit aux entreprises évaluées un rapport étayé suite à cette évaluation, et qu'apparaît dans ce rapport notamment une corrélation avec les grands référentiels internationaux aujourd'hui. Voilà. Ce qui permet aux entreprises qui doivent établir, par exemple, leur déclaration de performance extra-financière dont j'ai parlé tout à l'heure, ou qui sont adhérentes au Global Compact, d'avoir déjà une vision juste de ce qu'elles font ou de ce qu'elles peuvent mettre dans leur rapport au travers ce que lui aura fourni l'évaluateur. Aussi, on a un petit outil qui permet d'établir une note, un scoring pour chacune des entreprises qui indique son niveau de contribution aux objectifs du développement durable. Bon, tout ça, vous pouvez le voir dans le guide... dans le guide engagé RSE qui est aussi téléchargeable gratuitement sur le site AFNOR. Comment faire pour se préparer ? Ça peut être aussi intéressant, surtout si vous êtes déjà dans une démarche qualité, environnement, santé, sécurité au travail, une démarche QSE, d'aller voir le guide Focus RSE pour les certifiés QSE. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, il y a 12 critères dedans et je trouve que ça donne vraiment la substantifique moelle de ce qu'est la RSE, au-delà de la qualité, au-delà de l'environnement et de la santé sécurité au travail, c'est-à-dire comment je l'anime, cette démarche-là, comment je vais plus loin par rapport à ces référentiels. Et d'ailleurs, il existe une évaluation complémentaire aux audits QSE qui peut permettre aux entreprises qui ne sont pas encore allées, mais quand même qui ont bien envie de se situer par rapport à l'ISO 26000 et d'obtenir de fait le label engagé RSE au niveau progression. Si vous voulez aussi vous tester, il peut être intéressant d'aller voir sur le site internet Acessia un diagnostic qui s'appelle le Diag RSE Online et qui a 22 questions autour de l'ISO 26000. C'est le petit frère du label engagé RSE et qui vous permet sous la forme d'un QCM d'établir un petit peu votre niveau et même de faire vérifier votre auto-évaluation en apportant des pièces jointes et en commanditant un contrôle par un des évaluateurs d'AFNOR Certification. Ça permet d'avoir un premier scoring et un rapport de synthèse. C'est pas négligeable aujourd'hui. Bon, je reviens au label engagé RSE, puisque la demande était bien de le présenter. Eh ben, il fait partie des labels leaders sur le marché. Il y a 235 entreprises qui sont labellisées en juin 2021. Il y en a un petit peu plus, parce que ça frappe beaucoup à la porte en la matière. Il faut savoir qu'il a 10 cousins. Bon, du coup, je reviens en arrière et je vais dire autre chose. Le label engagé aujourd'hui, au RSE aujourd'hui, c'est 80% de TPE, PME. Ça, c'est important, je trouve, de le savoir. Il y a 600 organismes qui sont engagés dans la démarche, quand bien même elles ne sont pas encore labellisées. Je vous parlais tout à l'heure des labels sectoriels également. Donc, sur la base de cette ossature que je vous ai montrée, qui sont les chapitres du référentiel engagé RSE, on a, avec les fédérations dont vous avez les logos ici, réalisé des référentiels sectoriels. C'est-à-dire qu'on a intégré les enjeux des secteurs d'activité pour faire gagner du temps aux TPE et aux PME et pour qu'elles aient une reconnaissance qui leur soit spécifique. Donc on peut citer par exemple le label RSE des scopes du BTP,
ou bien le label Vigneron engagé. Mais tellement d'autres, je vous laisse regarder. Les entreprises adaptées, les entreprises d'insertion aussi ont travaillé avec nous pour faire valoir leur démarche RSE. Donc c'est des choses qui peuvent être importantes dans vos achats ou dans vos partenariats de le savoir. Aujourd'hui, cette communauté, elle est animée par des rendez-vous réguliers, notamment en ligne, avec des conférences vraiment de bonne facture qui sont mensuelles, un groupe LinkedIn et une newsletter. Depuis peu, parce que c'était une demande, il est possible d'avoir un marquage produit. Alors au salon Prod'n'Pack, c'est important, je pense, de dire ça. Et surtout, ce label, il rentre dans une dynamique qui est beaucoup plus large, qui est la création d'un label européen, puisque ça, c'est une forte attente aussi, c'est de montrer l'engagement des entreprises européennes autour de cette norme ISO 26000 et de la responsabilité sociétale et faire valoir les valeurs européennes au travers de ce label. Donc a été créé le label Responsibility Europe, qui va grossir d'autres associations CAFNOR. Donc aujourd'hui, il y a une association suisse et luxembourgeoise qui participent, et donc les labellisés de ces pays obtiennent également ce label européen, peut-être l'Espagne bientôt. Voilà, je me tiens à votre disposition pour quelques questions, voilà, sur ce label ou la RSE en général. Bonjour, je suis Grégory, responsable des achats pour un laboratoire cosmétique. Dans ce genre de label aujourd'hui, comment un consommateur va pouvoir déterminer si une entreprise est, dans sa démarche RSE, est plus engagée sur un point que sur un autre? Parce qu'un point pourrait en compenser un autre, finalement, pour avoir une note positive. Pas trop compensé, hein. Donc ça, notre modèle d'évaluation l'empêche, hein. C'est quand même important. La partie qui permet d'obtenir plus de points, c'est la partie vision et gouvernance, et en s'assurant que justement on travaille les bons impacts. Voilà, c'est l'essentiel, c'est l'essence même, mais je vous dirais, de l'ISO 26000, c'est de travailler les impacts qui sont les siens en tant qu'entreprise. Donc un consommateur ne pourra pas savoir, juste en regardant le label, vous le voyez, hein, ce sur quoi travaille l'entreprise. Par contre, il y a des chances que s'il va sur le site internet de l'entreprise, il obtienne des informations qui relèvent de son rapport d'évaluation. Voilà. Ce sont des entreprises qui sont labellisées engagées RSE, mais en règle générale, elles sont engagées en RSE, donc elles expliquent ce qu'elles font en matière de responsabilité sociétale et pourquoi elles le font. Et c'est même la substance même de ce qu'est la responsabilité sociétale. Je vous l'ai dit, c'est le fait de rendre compte, hein. Donc, non. Ça a créé des vocations ou pas? Parce que c'est mon seul objectif. Moi, si vous n'avez pas plus de... Ah, si.
Bonjour, excusez-moi. Donc, Julia Réolon, acheteur chez Villemorin Jardin. Vous disiez que la norme 26 000, du coup, c'était pas certifié, c'était juste une ligne directive. C'est quelque chose qu'il faut que ça soit renouvelé tous les combien pour rester dans un monde qu'on doit s'adapter, etc., être engagé, responsable, etc. Alors la norme ISO 26000 est effectivement propose des lignes directrices, hein, une définition de la responsabilité sociétale, des principes et des lignes directrices. Je vous dirais que il s'agit d'être responsable au quotidien, au maximum, dans l'ensemble de ces activités et de ces décisions. En tout cas, d'envisager toute action au regard de ses impacts. Voilà, pour prendre des décisions éclairées. C'est bien le but. En ce qui concerne le label engagé RSE, en revanche, donc cette labellisation associée, le label a un cycle de 3 ans avec une évaluation intermédiaire à 18 mois. Voilà. On va vérifier que justement vous restez bien dans cette démarche d'amélioration continue et que vous continuez bien le déploiement de ces valeurs et actions. Merci à vous.